Bienvenue à tous et à toutes. Vous êtes sur le Congo est à nous, ici, un plateau spécial pour vous, parce que nous avons un message qui nous vient de la présidence de la République. Aujourd'hui, vous avez l'honneur et l'opportunité d'avoir le directeur de la communication présidentielle avec nous sur le plateau, M. Eric Niendou. Bonjour. Bonjour monsieur Jean-Claude Moubenga. C'est vraiment un honneur et un plaisir de vous avoir pour la première fois sur le Congo est à nous. Et de moi de même, c'est un honneur et un plaisir d'être ici avec vous. Je voulais que vous puissiez juste... de téléspectateurs. Hein. Voilà. Absolument. Je voulais que vous puissiez les saluer juste par 30 secondes. Absolument. Bonjour donc à tous les téléspectateurs de Congo est à nous. C'est vraiment un plaisir et un honneur de parler à mes compatriotes, Congolais et Congolaises, qui sont nombreux, je le sais, à suivre les émissions de M. Jean-Claude Moubenga, que moi aussi je suis, même si je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, parce qu'il a un regard très critique, très acerbe, mais je respecte ce qu'il dit et je trouve que c'est bien parce qu'il conscientise la communauté congolaise, au pays et ailleurs, pour leur faire comprendre les enjeux de notre pays, et puis surtout, il a répondu présent à l'appel à la mobilisation que le chef de l'État a lancé le 3 novembre. M. Moubenga était au diapason de cet appel présidentiel et pour ça je le remercie. Merci M. Eric. Je pense qu'avant que nous puissions entrer dans les vifs de notre entretien, ceux qui vous suivent pour la première fois veulent savoir qui êtes-vous exactement, parce qu'on vous voit débarquer à la présidence de la République, occuper une fonction aussi importante. Dites-nous un peu, en quelques mots, votre parcours et présentez-vous. Merci d'abord de m'offrir cette occasion. Donc, je suis Eric Niendou Kibabé, un Congolais de père et de mère. Ça c'est voilà. C'est important. Exactement. J'ai 52 ans. Je suis né et j'ai grandi à Kinshasa. Et ensuite, après l'examen d'État, je suis parti en Europe, en Belgique notamment. J'ai fait mes études, un diplôme en philosophie à l'ULB. Et ensuite, j'ai travaillé comme journaliste. Pour ceux qui suivent ça me connaissent, j'avais commencé avec les Amis de Wechi, Télé Matongé, puis Télé Bruxelles, puis TV5, puis Vox Africa, et puis après Média TV, donc au Maroc, en France, en Angleterre, à Londres, en Belgique aussi. J'ai un peu bourlingué. Grâce à ce métier, j'ai pu visiter environ une trentaine de pays, notamment des pays africains, parce que j'étais spécialisé dans l'info panafricaine, aussi notamment tout ce qui se passe au niveau de l'Union africaine, et aussi par exemple de l'Union européenne. À un certain moment, je me suis spécialisé aussi dans les questions de développement, des rapports économiques entre l'Union européenne et l'Afrique, les ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique. Et dans le cadre de mon métier, et dans le cadre de ma vie aussi, j'ai eu l'occasion de fréquenter justement tout le mouvement de l'UDPS et avec le président qui à l'époque était le responsable des relations extérieures de l'UDPS. Donc j'ai eu l'occasion de l'interviewer plusieurs fois. J'avais même eu l'honneur et le plaisir d'interviewer aussi Papa Étienne Tshisekedi en son temps. Ça c'était je pense quand j'étais chez les Amis de Wechi. Donc j'ai toujours suivi de près tout ce qui se passe au Congo, les évolutions politiques, mais aussi comparativement ce qui se passe aussi dans d'autres pays africains. Pour voir aussi comment les évolutions politiques se font, pour qu'on sache que le Congo n'est pas seul, n'est pas un cas isolé, c'est un cas particulier, parce que notre pays, de par sa richesse, donc on en parlera, est l'objet d'enjeux particuliers, mais donc, ce que je veux dire, il faut toujours regarder aussi ce qui se passe ailleurs pour voir comment on évolue, parce qu'il faut se comparer aux autres pour bien avancer. Donc j'ai eu ce parcours, et il se fait que donc j'ai eu l'honneur vraiment et la chance, parce que c'est quelque chose qui relève aussi de la chance, que Dieu peut donner, d'avoir été appelé par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le 5 mars 2021, où l'ordonnance a été lue à la télévision pour me nommer directeur de la cellule de communication de la présidence. La cellule de communication de la présidence. En un mot, je résume. En fait, avant, il y avait deux services. Il y avait le service de la presse présidentielle, qui était dirigé par mon frère Abraham Lakwabaka, et puis il y avait le service de communication, qui était dirigé par ma sœur Lydie Omanga. Et le président, il a plu, à son excellence, monsieur le président, de fusionner ces deux services et de me placer à la tête de ces deux services qui font les deux travaux, si je peux dire, puisque c'est à la fois le travail de la presse, les relations de la présidence et du cabinet
avec la presse nationale, la presse internationale aussi, suivre les activités, comme on pourrait dire, un daily basis, au jour du président et aussi de ce qui se passe au niveau du cabinet. Et puis de l'autre côté, la communication, c'est plus un travail d'image, un travail d'influence de l'opinion publique, de monitoring aussi justement de l'adéquation entre la vision du chef de l'État et l'état de l'opinion publique. Ça, c'est le travail de la communication. On essaye de mixer les deux et on essaye d'aller de là. Voilà, en résumé. Je comprends que vous avez navigué entre l'Afrique et l'Europe. Vous avez un peu une vision ou un aperçu global sur les médias. Mais on vous a vu dans la suite présidentielle ici. Parlez-nous un peu de ce voyage qui a fait parler. On a vu le président tout le temps aux côtés du président américain. Les Congolais se posent la question, est-ce que c'était un tourisme ou c'était vraiment sincère entre le président américain et le président congolais? Parce que après le voyage, nous devons faire le bilan. Est-ce que le bilan est positif? Le bilan est négatif? Qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre de ces grands voyages des États-Unis? Ce que moi je peux vous dire, c'est que le bilan est positif. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, c'était un voyage important, parce que vous savez ce qui se passe dans notre pays. Alors, on pourra aller en détail si vous voulez, mais je sais que vous en parlez régulièrement à vos téléspectateurs sur les réseaux, dans votre émission. Le Congo est victime d'une agression injuste de la part du Rwanda via ses supplétifs du M23, ce mouvement terroriste. Donc, ça dure depuis des années, il y a eu des millions de morts dans toute cette violence orchestrée par les groupes armés. Et récemment, justement, c'est ce groupe armé, le M23, qui est de nouveau une résurgence de sa violence. Et on est en train d'essayer d'organiser ça, en tout cas d'essayer de stopper ça. De deux manières. Il y a la manière diplomatique, où on a enclenché différents processus politiques, à la fois la feuille de route de Luanda. Vous avez suivi tout ce qui s'est passé le 23 novembre dernier dans le mini-sommet de Luanda, où on a pris des décisions fermes sur de désarmement, désengagement, cantonnement du M23. C'est le feu immédiat sans condition. Il y a la feuille de route donc, de Luanda. Il y a de l'autre côté le processus de Nairobi, où le Congo, avec le parrainage justement de l'East African Community, donc la communauté d'Afrique de l'Est, parle avec les groupes armés. Mais d'abord, on leur a dit, déposez les armes, venez et on fait des pourparlers entre Congolais, entre frères. On peut toujours écouter vos revendications politiques, sociales, économiques et tout ça. On peut en parler puisqu'on va après mettre tous ces anciens membres des groupes armés dans un processus qui s'appelle DDRCS, donc c'est-à-dire démilitarisation, démobilisation, réinsertion sociale et communautaire. Donc ça, on est en train de faire ça. Donc par rapport à ces deux projets-là, il fallait que le Congo puisse faire entendre sa voix au niveau le plus haut. Le président était à New York au mois de septembre, quand il y a l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a parlé haut et fort, vous avez entendu son discours. Il a parlé haut et fort, il a dit des choses. Quand vous parlez de sincérité, une chose que je peux vous dire et vous rassurer, c'est que notre président il est sincère. Il pense ce qu'il dit et il dit ce qu'il pense. Parfois même les gens disent « Oh, il en dit trop », mais il dit ce qu'il pense. Et il l'a dit du haut de la tribune des Nations Unies, il l'a dit, le Congo est agressé par le Rwanda. L'agresseur, c'est le Rwanda, l'agressé, c'est le Congo, et le M23 n'est qu'un supplétif, qu'une marionnette. Si on veut arrêter cette guerre, ce conflit, il faut que le Rwanda cesse d'aider le M23. Et ce discours qu'au début, les gens n'entendaient pas très bien. Parce qu'on se disait non, il y avait le Rwanda, grâce à ses réseaux, grâce à sa puissance aussi, on peut dire, sa puissance en tout cas d'influence, arriver à rendre le discours du Congo inaudible. Les gens nous disaient oui, mais non, vous, le Congo, le problème c'est que vous êtes en collusion avec les FDLR, les soi-disant génocidaires rwandais qui sont au Congo. Et le président l'a bien dit, c'est faux. 3 fois faux. Faux, faux et faux. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il reste un résidu de FDLR qui ne sont plus une menace existentielle pour le Rwanda. Et le Congo n'est pas un État génocidaire. On l'a toujours dit, on l'a dit à de multiples reprises, nous n'avons jamais eu au Congo, et le président Tshisekedi en premier, un discours contre les Tutsis, un discours contre les étrangers, un discours xénophobe ou anti une certaine minorité. Jamais. Au contraire, on l'a bien dit, même dans son discours du 3 novembre,
le discours où il a appelé à la mobilisation, Oui. le chef de l'État l'a dit, il a dit ceux qui vont utiliser un discours de haine et un discours d'exclusion seront punis. La loi est claire et on va les punir. Donc il faut qu'on comprenne bien ça. Donc du coup, le discours, vous voulez, l'alibi du Rwanda, qui voulait dire non, le Congo avec les FDLR, c'est pour ça que cet alibi ne marche plus. Comme je disais, on l'a dit, on a étouffé ça. On l'a dit à New York, et le président est venu ici parce que c'était un grand moment, donc ce sommet États-Unis-Afrique, et il a eu l'occasion de le dire en face. Non seulement à chaque fois qu'il a pris la parole, il a pris la parole à 2 reprises lors des grandes instances. Il y avait une session, comme on dit, sur le climat, le changement climatique et tout ça. Vous savez que le Congo est un pays solution pour ça. Le président, on lui a donné la parole parce qu'on sait le leadership du Congo est reconnu sur la scène internationale. Le président s'est exprimé et il a commencé par dire ça. Si vous voulez que le Congo joue son rôle, il faut que l'on rétablisse et qu'on impose la paix au Congo. Aujourd'hui, on est victime d'une agression injuste de la part du M23 qui n'est que le supplétif du Rwanda. Il l'a dit là. Il l'a dit aussi quand il a parlé encore. Il y avait une autre session qui était sur l'agenda de 2063, donc l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le président a aussi pris la parole, comme ses autres pairs africains, et il a redit la même chose. Et quand ils ont été reçus, parce qu'on a choisi que 6 présidents africains, il y en avait 49 ici qui sont venus, mais on en a choisi 6 pardon. Avec une parenthèse, pourquoi ce choix de 6 présidentiels? Parce que les Américains ont jugé utile, dans le temps qui était imparti, c'était impossible que le président Biden reçoive tout le monde, donc ils ont choisi 6 présidents. Mais ensuite, ils nous juste pas d'accord avec vous. À voir que les présidents, il y avait dit. Ce qu'il faut dire, c'est que le président a dit, parce que c'est le président qui a été reçu par le président Biden, notre président, Tshisekedi, a été reçu par Biden, d'abord en bilatéral, de manière brève, je ne sais pas combien de temps, en tout cas un court moment, et ensuite en multilatéral avec les autres présidents, un long moment, au moins 45 minutes. Mais aux 2 moments, le président a parlé avec Biden. Il lui a dit, voilà la situation au Congo, et nous voulons que l'Amérique s'implique plus fortement, parce qu'on sait, vous l'avez dit vous-même, l'influence que les États-Unis ont, à la fois sur le Congo, sur l'Ouganda, sur le Rwanda, sur tous ces pays-là, donc l'Amérique doit faire quelque chose. Le président a aussi remercié Biden des propos que les Américains ont commencé, parce qu'on a changé, on a senti un changement dans le discours officiel. Le secrétaire d'État Blinken a parlé, il l'a dit, il demande instamment, urgemment, I urge, vous qui parlez anglais, vous savez bien ce que ça veut dire, il demande instamment au président Kagame de cesser le soutien au M23. Les Américains, vous savez, la diplomatie américaine, elle avance par paliers. On est déjà au niveau de l'insistance. On le répète 2-3 fois, peut-être que le niveau suivant, ce sera les sanctions. En tout cas, c'est ce que le Congo appelle de ses voeux. Parce que l'on veut que, enfin, le Rwanda cesse son soutien au M23. Voilà ce qui s'est passé. Donc le président a pu le dire en face au président américain. Et suivez l'actualité, vous verrez que les Américains ont entendu ce discours. Parce que d'ailleurs, quand il y a eu la session la plus large, où on parlait justement de ce partenariat USA-Afrique sur l'agenda 2063, le président Biden a répété que les Américains sont très, très, comment je veux dire, respectueux de ce qu'on appelle la souveraineté et l'intégrité du pays. Ça veut dire qu'il l'a dit, vous pouvez voir, il y a le verbatim, vous pouvez vous renseigner sur la Maison-Blanche, il l'a dit. Blinken l'a aussi répété quand il a pris la parole. Ça veut dire que ce sont des messages que font passer les Américains pour dire la souveraineté et l'intégrité territoriale, c'est quelque chose sur lequel on ne tergiverse pas, on ne joue pas. Petit à petit, vous verrez qu'ils vont commencer à faire de plus en plus pression. Mais, comme vous le savez, et vous le dites souvent d'ailleurs dans vos émissions, nous ne sommes les gardiens que de nous-mêmes. Donc, c'est-à-dire, ce n'est que nous qui allons nous sauver. C'est pour ça, au même moment où le président prend son bâton de pèlerin et déploie une action diplomatique très intense qui commence à porter ses fruits, il faut en être conscient, qui commence à porter ses fruits. Vous verrez de plus en plus de gens condamnent résolution du Parlement de l'Union européenne aussi pour condamner le Rwanda, de plus en plus. À ce même moment-là aussi, on se prépare. Le président était récemment à Kitona, le 8 décembre, je pense, à Kitona, voir des recrues. 10 000 recrues. C'est énorme. C'est énorme. Impressionnant. 10 000 recrues. Donc ça veut dire que tous les jours, il y a des jeunes Congolais, des jeunes Congolaises qui ont entendu l'appel à la mobilisation du chef de l'État et vont se présenter. S'ils ont les qualités physiques et psychologiques, on les retient et on leur donne une formation. C'est-à-dire que le Congo est en train de lever une force de défense
pas une force agressive, que les gens comprennent bien ça, c'est une force défensive, parce que le Congo se défendra par ses propres moyens. Voilà. Alors, nous avons vu le président avec son homologue zambien signé par leur ministre des Affaires étrangères, le protocole d'accord. Absolument. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? C'est très intéressant ça justement, parce que si je reviens dans les fondamentaux, ce voyage avait deux objectifs. C'est-à-dire, un, d'abord, dire aux Américains et dire devant la face du monde que le Congo est victime d'une agression injuste à l'Est. Ça, c'était de 1. Ça, c'était de 1. Le dire et demander que la pression soit mise sur ceux qui aident le M23 pour que ça cesse, c'est-à-dire le Rwanda. Ça, on l'a fait. Le deuxième volet, c'était présenter devant les instances économiques américaines le potentiel économique du Congo, montrer l'attractivité. Vendre le Congo. Vendre le Congo, vendre l'attractivité du Congo, le oui. potentiel économique du Congo, montrer que, justement, le piège que nos ennemis veulent nous mettre dedans, c'est de présenter le Congo toujours de façon négative. Il y a des problèmes, il y a la guerre. Mais si on regarde bien, on est de tout cœur avec nos frères et sœurs du Kivu. Mais le Kivu, et là où ça se passe, Bunagana et compagnie, ce n'est même pas 10% du territoire congolais. Le reste du territoire congolais est dans une dynamique, justement la dynamique de réforme qu'a impulsé le président. Alors on montre seulement la petite partie. Voilà. Comme si c'était tout le Congo. Si vous entendez la presse ici, moi j'ai parlé avec des journalistes américains et tout ça, ils vous disent, oh, Congo, there is war in Congo, there is violence in Congo. Ils n'ont que ce discours-là sur la violence du Congo. C'est vrai, il faut en parler, il faut le dire, parce qu'il faut que ça cesse, ça n'a que trop durer, des millions de morts, et vous le savez, cher Moubenga. Mais il faut aussi parler de l'attractivité du Congo, des réformes que le président a mis en place, les réformes du climat des affaires, qui font qu'aujourd'hui, c'est intéressant d'investir au Congo. Et notamment, c'est pour ça que ce dont vous parlez, c'est très intéressant, notamment la transition énergétique. Le Congo est un pays solution. Parce que nous avons le cobalt, le cuivre, le lithium, le manganèse, les produits qui rentrent dans la composition des batteries électriques qui vont bientôt remplacer ici. Vous savez que vers 2035, je pense, il n'y aura plus de moteurs à combustion. Oui, ce sera des moteurs électriques. Oui. Et ces moteurs électriques sont fabriqués avec des matières premières stratégiques que l'on trouve au Congo, ou en tout cas on trouve en grande quantité au Congo. Le Congo aujourd'hui est détenteur de 60%, soit 65% des réserves mondiales de cobalt identifiées. Donc c'est au Congo que le cobalt se trouve. Et c'est pour ça qu'on a aussi l'objet de convoitise de la part de nos voisins et du monde entier. Mais donc, pour venir à ce MOU qui a été signé, ce protocole d'entente, si vous avez suivi l'actualité, il y a quelque temps, le Congo avait signé une entente avec la Zambie. Oui. Pour dire, dans ce qu'on appelle la ceinture du Copper Belt, la ceinture du cuivre, qui est le sud du Katanga et le nord de la Zambie, c'est une région riche en cuivre. Donc en cuivre, en cobalt, en tous ces minerais-là. On a dit qu'on va mettre en place ce qu'on appelle une chaîne de valeur de production des batteries. C'est-à-dire non simplement extraire des minerais, mais aussi créer des usines de transformation. Et c'est cette alliance que le Congo et la Zambie ont nouée, qui cette alliance a signé avec les États-Unis, parce que les États-Unis ont besoin de sécuriser leur approvisionnement en matières premières pour les batteries électriques. Et ce qu'on leur a dit simplement, ce que le président leur a dit, c'est, écoutez, vous voulez sécuriser votre approvisionnement en matières premières. Vous ne devez plus être dépendant simplement de la Chine ou d'autres pays comme l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, quoi. Eh bien écoutez, signons un deal entre nous. Mais ce que nous demandons, nous, Africains, Congolais et Zambiens, c'est que vous veniez construire des usines chez nous. Des usines de transformation chez nous. Effectivement, pour qu'on crée de l'emploi chez nous et qu'on donne de la plus-value, que les dividendes de cette plus-value reviennent au Congo. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est un MOU, on dit aux Américains, amenez votre technologie, puisque vous avez des grandes universités, des grands centres de recherche, amenez votre technologie, amenez vos finances, votre investissement. Nous, on va amener la main-d'œuvre et aussi les terres. Et on va se mettre ensemble, faisons un deal gagnant-gagnant. S'ils sont d'accord, ça va marcher. S'ils ne sont pas d'accord, il y en a d'autres qui attendent et qui sont prêts à le faire. Monsieur Ngindou, c'est très bien. Dans le contexte actuel, l'Est du Congo, c'est vrai, tout ce que le président a fait, je le suis religieusement. Mais les gens commencent à se lasser. Les gens disent, mais nous avons vu les avions survoler. Après, ces avions disparaissent, on revient encore
à la diplomatie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le président ne va pas jusqu'au bout de sa logique de dire je défends le Congo, je n'attaque pas les Rwandais, je défends le Congo, je vais en finir avec ce M23. Je connais partout où ils sont, les drones nous avons entendu, on a vu des hélicoptères de combat, ça donnait quand même de l'espoir au peuple. Un jour, j'ai vu seulement un gomatracien crier, dit ah Félix, quand il a vu l'avion passer, j'ai eu la chair de tout. J'ai dit, mais même ces citoyens congolais ont confiance dans ce que le président vient de prendre comme décision avec son gouvernement. Mais où est passé tout ça? Pourquoi le M23, on continue à tergiverser? Qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que vous voulez pousser encore la diplomatie ou je ne sais pas, donner un peu l'éclaircissement sur ce point? Absolument. C'est clair, il faut suivre les choses de près, vous l'avez vu. C'est-à-dire que les deux options sont toujours sur la table. Okay. L'option de la diplomatie, parce que en tant qu'État et en tant qu'État, comment je veux dire, qui n'est pas belliqueux, le Congo n'est pas un État qui agresse les autres. On veut toujours avoir pour ressort à la diplomatie. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a deux processus en cours. La feuille de route de Luanda, le processus de Nairobi, mais les deux processus sont complémentaires. Ils ne sont pas contradictoires, au contraire, ils se complètent les deux. Et la parenthèse, vous avez suivi qu'il y avait eu une réunion ici, à Washington, entre les présidents de l'Afrique de l'Est et le président Joao Lourenço. C'était justement pour parler de ça, pour les avancements de ça. Mais ils ont tenu cette réunion, malheureusement, au moment même où le président était accueilli, était invité à la Maison-Blanche, dans le bureau ovale. Voilà, dans le bureau ovale. Donc le président ne pouvait pas s'y trouver. Les gens ont commencé des polémiques sur les réseaux sociaux. Il n'y avait pas besoin de polémiquer, simplement, rien ne peut se décider sur le Congo sans le Congo. Mais les gens ont dit que le président a évité Kagame parce que... Diplomatiquement, moi je vous dirais qu'il y avait incompatibilité d'agenda. Okay. Voilà. Comme ça, c'est la compatibilité de l'agenda, c'était ça la raison. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que les gens ont voulu polémiquer. Il n'y a aucune décision qui se prendra sur le Congo sans l'avis des Congolais. Voilà pourquoi, le lendemain, les présidents Joao Lourenço et le président Ndayishimiye, donc de l'Angola et du Burundi, ont eu un trilatéral avec le président, où ils ont fait la restitution de la réunion de la veille de mercredi. Ils ont eu cette trilatérale jeudi. Ils ont expliqué au président que, en fait, l'idée c'est essayer de penser ensemble comment rendre exécutoire et concret les décisions qui avaient été prises le 23 novembre à Luanda. Ces décisions, c'est quoi? On l'a dit ici, mon frère. Ces décisions, c'est désarmement. D'abord, cesser le feu immédiat et sans condition de la part du M23. Désarmement du M23, retrait des zones occupées et cantonnement du M23. C'est ça les décisions, et ces décisions doivent être appliquées de gré ou de force. Voilà ce qui a été décidé à Luanda et voilà ce qui sera mis en œuvre. Pourquoi je dis ça? Parce que je rebondis là-dessus, parce que votre question en disant est-ce qu'on est sur la diplomatie, parce que la diplomatie le dit que ce sera de gré ou de force. Mais on est aussi sur l'option militaire, parce que comme je vous dis, on est en train de on doit frapper, on ne va pas le dire à la télévision, on ne va pas venir annoncer ici, demain on va frapper. Vous le verrez sur le terrain. Le jour où vous avez vu les avions, les Sukhoi survoler, est-ce qu'il y avait une annonce? Non. Il n'y avait pas eu d'annonce. Donc c'est pour ça que je ne vous le dirai pas ici. Ce n'est pas d'abord mon ressort, ma prérogative de vous le dire, et je ne vous le dirai pas, mais sachez que notre chef de l'État, qui a conscience et qui a, que je veux dire, la responsabilité de garantir la sécurité des Congolais, il mène les deux options à la main. Mais la diplomatie et le conflit, l'option de force. Mais on nous fait entendre que vous allez pleurnicher chez les M23 dernièrement. Vous avez envoyé vos généraux, non. Sont allés, on leur a refusé même d'entrer dans la salle. On a vu les images, mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? C'était quoi cette histoire? Non, c'était simplement, justement, dans le cadre de l'application des résolutions de Luanda, c'est-à-dire il faut organiser ça. Parce que si le M23, on doit le désarmer, c'est-à-dire que si on le fait de gré, c'est-à-dire que s'ils acceptent de se plier aux décisions du 23 novembre, il faut qu'on parle avec eux. On leur dit, écoutez, désarmez-vous, rangez les armes là-bas, et maintenant allez là-bas, faites comme ça. Par contre, si on le fait de force, là on ne leur pose pas la question, on vient, on frappe et tout. Donc, comme je vous ai dit que l'option
diplomatique est toujours sur la table, c'est pour ça qu'il y a eu ce contact-là. Et c'est un contact qui n'a rien de politique, ça ne veut pas dire que l'on négocie, c'est juste un contact, si je peux dire, technique entre des officiers militaires qui disent, écoutez, à partir de demain, vous devez quitter tel lieu, vous devez vous retrouver dans tel lieu. C'est comme ça, donc que les gens ne s'alarment pas. Les choses sont simples, on agit de façon méthodique, mais sachez qu'au bout du compte, et notre président ne va jamais reculer là-dessus parce qu'il l'a dit, et il l'a dit que c'est c'est sa détermination la plus profonde. Cette histoire à l'Est va finir. Le M23 va être réduit à néant, vous le savez très bien. Et ils le seront, comme je dis, de gré ou de force. Et le Rwanda aura les pressions qu'il faut pour qu'il cesse d'aider le M23. Nos abonnés disent que continuer avec la diplomatie devant des voisins qui ne sont pas sincères, vous ne trouvez pas que vous perdez le temps? Parce que les rapports de l'ONU insinuent que dans la prise de Bunagana et les autres localités, l'Ouganda a aidé les Rwandais à faire cette opération pendant que vous êtes dans une mutualisation avec l'Ouganda. Je ne sais pas. Vous attendez une preuve supplémentaire? Parce que l'ONU a donné ces rapports-là. Et il y a eu déjà la société civile qui a plusieurs fois alerté sur le fait que l'Ouganda joue un peu comme quelqu'un qui est en déphasage, mais en train de pousser les pions pour que la situation s'aggrave et que ça puisse les revenir. Parce que nous pouvons voir par les déclarations du fils de Museveni, chaque fois qu'il provoque les Congolais, qui dit des choses. Entre-temps, nous sommes avec eux. Vous avez... Donc, plusieurs réponses à vos questions qui sont multiples, questions à multiples dimensions. Première chose d'abord, concernant l'Ouganda. Nous sommes en opération conjointe avec l'Ouganda, au nord, là-bas, du côté de l'Ituri, contre les ADF. Cette opération a porté ses fruits. Et vous regardez, les observateurs vous le disent, ceux qui sont sur le terrain aussi, ça a réduit le pouvoir de nuisance et la capacité des ADF, des terroristes-là des ADF, qui sont liés d'ailleurs à Daesh. Aujourd'hui, ils font des opérations épisodes ponctuels, ils tuent, ils égorgent, c'est vrai, c'est horrible, mais ils n'en font plus aussi fréquemment qu'ils le faisaient parce que tout leur cantonnement, toute leur base ont été liquidés. Donc cette opération a porté ses fruits, c'est une chose. Deuxième chose, concernant le M23 et toute cette zone-là, Bunagana et compagnie, est-ce que l'Ouganda joue un rôle là-dedans? Je vous le dis, officiellement, les investigations sont en cours. Okay. Ça, c'est une chose, mon frère. Le jour où notre état-major, notre président auront les preuves que l'Ouganda est impliqué là-dedans, les décisions seront prises. Le président l'a déjà dit, les décisions seront prises. Pour l'instant, ce que vous dites, le rapport de l'ONU, ce sont des indices. Ce ne sont pas encore des preuves, ce sont des indices. On les vérifie, on travaille, les professionnels travaillent là-dessus. Le jour où il y aura les preuves, si elles existent, les décisions seront prises, les décisions politiques seront prises parce qu'effectivement, on ne peut pas avoir un rapport de sincérité avec un partenaire qui, derrière, joue un autre jeu et aide vos ennemis. Donc ça c'est certain. Maintenant, pour répondre aussi à votre question, vous dites, oui, mais pourquoi on continue la diplomatie au lieu d'aller à la guerre? Il faut continuer les deux parce que les deux doivent porter... La première chose qu'il faut se dire, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de mettre un terme à la violence et à la guerre à l'Est. Si on peut y parvenir par la diplomatie, tant mieux. Ça aurait économisé quelques morts. Parce qu'un mort, c'est un mort de trop. Par contre, si, et on le dit, c'est pour ça qu'on se prépare en même temps, si la diplomatie ne donne pas les résultats escomptés, l'autre option sera sur la table. Mais quand on la mettra en branle, l'autre option, on ne va pas le crier sur tous les toits, vous le verrez, un point c'est tout. Monsieur Guindou, vous êtes en train de faire la politique de temps en temps dans vos réponses. Le président est rentré précipitamment. Oui. Le Premier ministre était resté. Absolument. Les gens se posent la question, est-ce que le président rentre avec un bâton magique ou pourquoi il n'a pas terminé son séjour ici? Il est rentré vite pour cette histoire. Est-ce qu'il a évité de rencontrer Paul Kagame? Non, je vais vous dire, franchement, c'est parce que notre président, comme tout Congolais, mais lui en premier parce qu'il a cette responsabilité la première, il a la compassion et l'empathie envers son peuple.
quand on vous dit qu'il y a eu près de 140 morts des inondations de Kinshasa, c'est énorme. En tant que chef de l'État, il s'est dit, je dois être auprès de mon peuple dans ce moment difficile. Il était prêt peut-être même à rentrer plus tôt que prévu, mais après, il a compris, il s'est dit, je suis là, je suis venu aussi pour une mission, c'est dire haut et fort le message, porter haut et fort la voix du Congo. Donc il a fait ce qu'il devait faire, il l'a fait d'ailleurs, comme dit, il a allégé son programme. Il n'a pas participé à des événements festifs. Il n'était pas au dîner. Il n'était pas au dîner. C'est la question que je voulais. Il n'était pas au dîner de la Maison Blanche. Et d'ailleurs, il n'a pas voulu être avec tous les autres présidents. Non, c'est parce qu'il y avait un deuil national. Il avait décrété le deuil national. Deuil national, mercredi, jeudi, vendredi. D'accord. Et donc, de ce point de vue-là, il ne pouvait pas participer à des événements festifs. Même si c'était une invitation à la Maison Blanche, il ne l'a pas fait. Et d'ailleurs, le président Biden, le lendemain, lors de la plénière, il a commencé ses propos par de présenter ses condoléances au peuple congolais. Il a présenté ses condoléances au peuple congolais en disant « Je présente mes condoléances au peuple congolais et j'offre même notre aide. Si le Congo a besoin d'aide pour essayer de rescue, d'aider, de secourir les victimes et peut-être de trouver des solutions à long terme contre les inondations et les débordements d'eau lors des pluies diluviennes, les Américains sont prêts à nous aider. » Donc voilà ce qu'il faut comprendre. Le président, par compassion envers son peuple, par responsabilité, parce qu'il s'est dit, je dois être auprès de mon peuple dans un moment de douleur, un moment d'épreuve. Je viens de le voir sur terrain. Donc, aujourd'hui même, samedi, au moment où nous faisons cette émission, le président à Kinshasa est en train de faire ce qu'on dit la tournée des sites, là où il y a les sinistres. Vous l'avez vu exactement. Il est là, il va se rendre compte lui-même. Ça ne veut pas dire qu'il y a un gouvernement qui ne travaille pas, non. Au contraire, parce que depuis Washington, vous avez vu les images, il a fait une réunion de crise avec les membres du gouvernement qui étaient ici avec lui, là, je vous ai vu. avec les membres de son cabinet qui sont là, parce que nous sommes là pour l'accompagner et le servir, et en duplex au téléphone avec le Premier ministre, qui lui a fait rapport, parce qu'il avait visité les différents sites. Le président a donné ses instructions. 1. Deuil national. 2. Aide immédiate des sinistrés, on prend en charge tout par le gouvernement. 3. On commence à réparer la route, la nationale numéro 1, pour que le trafic puisse recommencer, l'approvisionnement de Kinshasa en denrées alimentaires qui viennent de l'intérieur. Et puis 4, on commence réellement à travailler sur un projet à long terme pour essayer d'arrêter à chaque fois qu'il y a des inondations, on se voit. C'est pas possible, ce n'est pas normal. Il y a des gens qui ont construit de façon illégale sur des collecteurs de pluie. Donc ce n'est pas normal, il faut qu'à un certain moment, l'État exerce son pouvoir. Oh, ils ont carrément mis... Mais bien sûr, et le président est rentré avec une détermination terrible. Vous entendrez dans les prochains jours. Des décisions vont être prises. Monsieur Eric, je pense que cette question va vous mettre très mal à l'aise. Non, il n'y a pas de question mal à l'aise. Allez-y. Les élections arrivent. Vous êtes prêts? C'est-à-dire, vous parlez de... Les élections de 2023. Nous sommes prêts. Le président Félix Tshisekedi est candidat à sa propre succession. Absolument. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêts et on continue à se Vous avez peur? Non, on n'a pas peur de rien, on n'a peur que de Dieu. Il y a beaucoup de candidats qui font peur. Non, personne ne peut faire peur au président. L'avantage que nous on a, c'est que comme le président l'a dit, c'était d'ailleurs le 30 juin 2021, je me souviens, lors d'une interview, il a dit « Je serai candidat ». Une interview à Jeune Afrique, je pense. Oui. Mais lui, il l'a fait au Congo. Hein, pas comme certains qui vont le faire à l'étranger. Non, donc le président, il l'a fait. Et de ce point de vue-là, ça veut dire que dans l'état d'esprit, on est déjà dans un état d'esprit de se dire le président va être candidat. Et c'est normal, parce que vous savez, l'état dans lequel le chef de l'État a trouvé ce pays, après les années Mobutu, les années Kabila père, qui malheureusement n'a pas pu travailler suffisamment vu qu'on lui a imposé la guerre avec ses anciens alliés, et puis Kabila fils, 18 ans de mal-gouvernance. On a trouvé le pays dans un état de tel délabrement que, en quelque sorte, le premier mandat, c'est la réparation du pays. Le deuxième mandat, on ira beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Le deuxième mandat semble que vous êtes déjà arrangé pour une fraude massive. Mais non, monsieur, on ne va pas frauder. Dans les Kassai, vous avez octroyé beaucoup de bureaux de vote pour que ça soit... Mais non, monsieur, c'est pas vrai. Il y a une CENI, une commission électorale nationale indépendante. Vous avez réduit tout ce qui était pour Kabila l'Est, vous avez envoyé au Kassai. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai.
il y a la société civile, il y a la CENI dont c'est le boulot, et qui est représentée par différentes forces politiques. Je veux dire, il y a la société civile, il y a les ONG, mais regardez, on est ouvert, on a même dit à la communauté internationale qui nous parle élection. Oui, bien sûr, Ce matin au soir, on l'a dit, ces élections, on les fait. Le président l'a dit lors de son discours. Il a dit, on les finance nous-mêmes, mais si vous voulez venir contribuer, on est tout à fait prêt, parce qu'on veut des élections justes, des élections à temps, des élections transparentes. Le président n'a pas peur des élections. Pourquoi il aurait peur des élections? Les détracteurs du président disent que Biden a formellement donné des instructions au président Tshisekedi d'organiser bien les élections et qu'il n'y ait pas de fraude. Les détracteurs sont des rigolos. Si ce n'était pas aussi grave, je pourrais en rire. Mais d'abord, il n'était pas là au moment où il y a eu la... Vous connaissez un peu le président Tshisekedi, personne ne lui donne des instructions. C'est quelqu'un qui est déterminé, qui sait ce qu'il veut, et c'est quelqu'un qui a du courage politique. Parce que parfois, il dit non à des décisions qui... Les gens disent, oh mais attention, il dit non aux Américains, aux Russes, à tout ce que vous voulez. Il dit non, parce que lui, il n'a en tête que l'intérêt de son peuple et l'intérêt du Congo. Donc, de ce point de vue-là, les élections, on va les organiser, pas parce que les États-Unis, la France ou quoi nous demandent, on va les organiser parce que la Constitution nous oblige à les organiser, c'est-à-dire que c'est un texte qui nous oblige tous, au sens qui nous responsabilise tous. On va le faire. On a une CENI qui est là, qui travaille. Il y a 600 millions dont a besoin la CENI pour organiser, 600 millions de dollars pour organiser cette élection. Ils ont déjà pourvu près de 450 millions. Le reste va arriver. Le Congo finance ça à 100% par son propre budget. Si les autres veulent venir nous aider, qu'ils viennent, mais qu'ils arrêtent de nous donner des leçons. Les élections, ce n'est pas, comment je peux dire, la quintessence de la démocratie, ce n'est pas que les élections. Regardez, il y a d'autres pays autour de nous qui ne font pas d'élections. Comment c'est la quintessence? Je me rappelle encore, j'ai encore à l'idée Deus ex machina. Absolument. Vous vous rappelez encore? Je me rappelle très bien. Et tous les abonnés de notre émission, ils ont beaucoup aimé ça. Absolument. Aujourd'hui, nous n'allons pas entrer dans ça. Nous n'allons pas entrer. Tout ça pour dire, mon frère, pour dire que ces élections, on va les organiser à heure et à temps. Il y a une CENI qui fait son travail, que les gens s'apaisent et que, à la fois, les partenaires étrangers et à la fois l'opposition intérieure, qui a le droit de s'exprimer, ne commencent pas à alarmer la population. Il n'y a pas péril en la demeure. Les élections se feront de manière organisée et de manière transparente. Que ceux qui veulent concourir fassent campagne, qu'ils aillent. Or, ceux qui veulent concourir, oui. Vous faites allusion à Moïse Katumbi, c'est ça? C'est la dernière nouvelle en date, j'ai entendu ça. Donc, qui s'est présenté. Il y a le séisme à la présidence. Mais pas du tout, monsieur. Non, mais il a parlé sur France 24. Vous n'avez pas vu? Mais j'ai vu. Il a dit que lui va apporter toutes les solutions. Il est Messie. Le Messie a annoncé hier que lui ne sera pas là, il ne sera pas un président alarmant. Il va faire tout pour que l'Est du Congo, que la paix puisse être automatique. Alors, je pense que le président Tshisekedi doit revoir ses calculs. Je pense que vous avez un sens de l'ironie très profond, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Alors, très bien. Regardez la caméra. Dites-nous comment vous avez accueilli cette nouvelle. C'était un partenaire dans l'Union Sacrée. Pendant 4 ans, il était là. Bon, il trouve que la dernière année, il ne peut pas être avec vous pour partager votre bilan. Il est parti. Vous pensez que vous pouvez facilement les battre? Première chose, cher M. Moubeka. D'abord, la candidature de M. Moïse Katumbi Tshangwe n'est pas une surprise. Parce que les rumeurs couraient et on savait qu'il se préparait. Donc tant mieux, c'est clarifié. Pourquoi c'est clarifié? Parce que, comme il l'a dit, il sort de l'Union Sacrée. Très bien, lundi il va tenir son congrès, je pense, ensemble à Lubumbashi. On verra quelle sera l'attitude des 5 ministres qui sont dans le gouvernement, qui appartiennent à la coalition de Katumbi. J'entends déjà qu'au Parlement, il y a une quarantaine, une cinquantaine de députés ou de parlementaires qui veulent quitter ensemble, se rallier, rester fidèles à l'Union Sacrée. On verra, c'est une sorte de rééquilibrage, recomposition, reconfiguration de l'équilibre politique, en tout cas de la coalition politique. Tant mieux, on va voir ce que ça va donner. Mais Moïse Katumbi ne nous fait pas peur. Pourquoi? Parce que Moïse Katumbi
n'est pas un candidat de la dimension du président Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il a comme bilan? Il a le juif derrière lui. Mais ça veut dire quoi avoir les juifs comme ça? Oui, il a le Macron. Je ne sais pas si Macron est juif d'abord, mais ce que je veux dire, c'est que dire ça, ce sont des slogans. Si vous voulez dire l'État d'Israël, il va faire l'État d'Israël, présidentielle. Non, l'État d'Israël à l'américaine. Non, mais le plus dangereux, c'est ça. En fait, moi, je ne vais pas aller dans ce détail-là parce que c'est un peu bizarre ce que vous êtes en train de dire. Il a des juifs derrière lui, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais ce que je veux dire, en tout cas, c'est que M. Moïse Katumbi annonce sa candidature de l'étranger, c'est déjà un signe. Parce que ça veut dire que M. Moïse Katumbi veut tirer sa légitimité de l'étranger. Si c'était vraiment un candidat congolais, comment je peux dire, authentique, mais vous venez chez lui, par exemple, à Lubumbashi ou à Kachobwe, où il veut, et il annonce sa candidature dans son fief, un meeting dans son fief. Pourquoi il le fait de l'étranger? Écoutez, en tout cas, moi, je ne suis pas son conseiller en communication, je travaille pour le président Tshisekedi, donc il fait ce qu'il veut, mais je pense que c'est une petite erreur de communication là. Mais tant mieux pour lui. Donc, vous êtes maintenant, vous avez le champ libre. Oui. Quand on n'est plus avec vous, vous allez mettre tous ces ministres dehors. Je vous dis que ça dépend, parce que les gens vont se prononcer aussi individuellement. Il y en a certains qui peuvent se désolidariser de Katumbi et rester fidèles au président. Après, vous savez, la composition d'un gouvernement, c'est la prérogative du chef de l'État. C'est le chef de l'État qui décidera est-ce qu'il doit changer ou pas le gouvernement. En tout cas, il y a un impact. On verra ce que ça va donner comme résultat. C'est le chef de l'État qui décide en dernière instance. Qui sont les membres du gouvernement? C'est présenté bien sûr par les alliés politiques, mais c'est lui qui signe l'ordonnance. Nous sommes en train de citer dans cette émission quel est le message que vous donnez à tous les Congolais de la diaspora, parce que c'est une chaîne qui est née depuis la diaspora. Qu'est-ce que vous dites, vous qui êtes à l'intérieur du Congo, par rapport à tout ce que vous faites pour le Congo? Quel est le message que vous donnez à cette diaspora, au peuple congolais? D'abord, merci, cher Jean-Claude Moubenga, pour cette invitation. Je dois dire à nos frères et nos sœurs de la diaspora que leur voix compte, qu'ils sont très importants. Ils ont soutenu l'UDPS à l'époque et l'opposition quand le président Tshisekedi n'était pas au pouvoir. Aujourd'hui, il est au pouvoir depuis 4 ans, on va entrer dans la 5e année. Il faut continuer à le soutenir parce que c'est le même esprit, c'est la même vision, celle du peuple d'abord, qui est aujourd'hui aux affaires. Avec bien sûr la réalité d'une conjoncture politique qu'on a trouvée au pays, mais l'esprit est toujours là et on travaille. Je vous donner 2 références. 3 novembre et 10 décembre. Pourquoi? 3 novembre, c'est la date où le président a tenu ce discours de mobilisation. Il faudrait qu'on se réfère à ça. Il nous a appelés à nous mobiliser. Solidarité envers nos frères du Kivu qui souffrent. Mobilisation citoyenne, d'être vigilants entre nous. Mobilisation des jeunes qui doivent aller s'enrôler s'ils en ont la capacité physique. Et puis, mobilisation du front commun, le front uni politique, c'est-à-dire taire nos différences. On va rentrer dans une campagne électorale bientôt. Mais pour l'instant, taisons nos différences parce que le pays est agressé. Restons unis. Donc je voudrais que, du côté de la diaspora, nos frères et nos sœurs entendent aussi ce message et répondent justement à l'appel du président fait le 3 novembre. Autre discours, le discours du 10 décembre. Pourquoi c'est important? Vous l'avez suivi, le discours sur l'état de la nation. Le chef de l'État a dressé un bilan positif, optimiste de ce qu'il a fait. Il avait dit que l'année 2022 serait l'année de l'action et vous avez vu. Il a expliqué autant comment je veux dire, de raccordements au courant, à l'électricité ont été faits, autant d'hôpitaux, autant près de 5 millions d'enfants qui sont rentrés à l'école grâce à la gratuité. La couverture santé universelle qui est en train de commencer. Pour les soins maternels, pour les accouchements, pour les femmes enceintes, c'est déjà gratuit à Kinshasa. Kinshasa, c'est quand même 15 millions d'habitants, ça le sera bientôt dans le reste du pays. Augmentation du salaire des fonctionnaires, assainissement, mise à la retraite d'un certain nombre de fonctionnaires, et on met en avant les jeunes. Recrutement au niveau de l'armée, création de plusieurs hôpitaux. Donc tout ça pour dire que la vision du chef de l'État, elle est déjà en application.